Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité. Merci de nous choisir. Installez-vous confortablement, les titres les voici. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dresse un bilan plus ou moins stable de la situation sécuritaire. Accidents de circulation, criminalité, trafic illicite, entre autres, sont en nette régression. Selon les statistiques disponibles, nous en parlerons. Puis nous reviendrons sur un récent rapport de l'ONG Amnesty International. L'institution appelle le Togo à redoubler d'efforts en ce qui concerne l'accès aux soins des mères et des nouveau-nés. Les chiffres sont loin d'être satisfaisants selon l'organisation. Au-delà de nos frontières, plus précisément au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est placé sous mandat de dépôt selon son avocat, accusé d'avoir violemment volé un téléphone portable et d'avoir appelé à l'insurrection. L'opposant a été auditionné ce lundi. Des précisions sur la situation dans un instant. À quelques mois des prochaines élections générales au Pakistan, le meeting d'un parti conservateur a été la cible d'un attentat suicide ce dimanche. Au moins 44 personnes sont mortes avec une centaine de blessés. Une situation qui préoccupe la communauté internationale. C'est donc tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous, nous décortiquons tout de suite. Sécurité à l'entame de cette édition. Accidents de circulation, criminalité, trafic illicite et autres sont en nette régression au Togo. C'est ce qui ressort du bilan provisoire de la situation sécuritaire du premier trimestre de l'année en cours. Cependant, même si les statistiques montrent une tendance baissière, la prudence quant à elle reste de mise. À Bernard Quinvy pour les précisions. Au Togo, près de 300 personnes ont péri dans les accidents de la route au premier semestre de cette année. Selon les chiffres du ministre en charge de la sécurité, le pays a enregistré en 6 mois 3262 accidents, faisant 4611 blessés et 282 morts. Dans les détails, il a été démontré que les motocyclistes sont en tête des victimes d'accidents de la circulation. Parmi eux, 195 ont perdu la vie au cours de ces accidents. Les conducteurs de tricycles ne sont pas épargnés. 16 d'entre eux ont aussi perdu la vie. Des chiffres toujours alarmants. Face au danger, les responsables en charge de la sécurité routière pensent rendre obligatoire le port des casques à la fois par les conducteurs de moto et les personnes transportées. Les causes de ces accidents restent invariablement les mêmes, avec un manque de responsabilité élevé. L'on peut signaler entre autres le défaut de maîtrise, le refus de priorité, l'excès de vitesse et le non-respect des feux tricolores. Par ailleurs, concernant les faits de criminalité, 23 braquages ont été enregistrés sur la même période. 6 cambriolages, 5 cas relevés de vol à main armée avec préjudice des sommes d'argent emportées et bien d'autres biens. Et là, les autorités comptent renforcer le dispositif sécuritaire de prévention et de lutte contre la criminalité à travers les patrouilles de sécurisation et les gardes-points sensibles, sans oublier les descentes de police et les rafles. Célébrée le 31 juillet de chaque année, l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme africaine veut interpeller les États à renforcer l'ASLECAF partant des enseignements tirés d'autres initiatives stimulant l'intégration, le développement, la paix ainsi que la sécurité et améliorant le développement social tout en renforçant l'autonomie des jeunes femmes. Les précisions de Promise Bomébé commentées par Félicité Chapla. Placé sous le thème « Le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf », la Journée internationale de la femme africaine édition 2023, célébrée ce 31 juillet, vise à créer l'opportunité d'évaluer les progrès réalisés dans le domaine de l'égalité et à intensifier les débats sur les droits de la femme et le développement en Afrique. Au Togo, des efforts se font en vue de faciliter l'accès au financement aux femmes à travers des mécanismes, initiatives et réformes. Par ailleurs, plusieurs défis restent encore à relever, surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'autonomisation économique des femmes, l'accès à l'information mais également aux technologies adaptées. Cadre d'échange des femmes africaines avec leur gouvernement sur les contraintes majeures à leur bien-être et au développement du continent, des actions de sensibilisation sont prévues à l'endroit des groupements et coopératifs féminins et mixtes exerçant dans le commerce à petite échelle et transfrontalier afin de les exhorter à consolider, pérenniser et porter à grande échelle les acquis des initiatives tenues jusqu'alors, mais également à la culture de la paix et du vivre ensemble dans leur communauté.
Intéressons-nous à la santé à présent. Les chiffres rendus officiels par l'organisation Amnesty International relativement au taux de mortalité infantile, à la mortalité néonatale et celle maternelle reflètent quelques insuffisances. Face à cette situation, l'organisation appelle le Togo à redoubler d'efforts quant à l'amélioration de l'accès aux soins des mères. Les précisions de Harold Messon-Atto. Au Togo, le taux de mortalité infantile est de 43 décès pour 1000 enfants nés vivants et le taux de mortalité néonatale est de 24 décès pour 1000 enfants nés vivants selon l'UNICEF. Le taux de mortalité maternelle est également élevé avec 399 décès de mères pour 100 000 naissances vivantes. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, le Togo ne compte que 2 sages-femmes pour 10 000 habitantes. Face à ces chiffres, Amnesty International a appelé, à l'occasion de la journée de la femme africaine, les autorités togolaises à améliorer de toute urgence l'accès aux soins de santé maternelle dans le pays et à réduire la mortalité infantile et néonatale. Suite à des entretiens avec 21 personnes, dont 13 patientes, 4 sages-femmes et 4 médecins à Lomé et à Néron en février et mars 2023, une délégation d'Amnesty International a observé un manque de personnel, des équipements délabrés et une mauvaise qualité des soins. Les quelques sages-femmes employées par ces services font face à une charge de travail excessive. Le manque d'équipement et de personnel nuise aussi à la qualité des soins dispensés aux patientes pendant les consultations prénatales et l'accouchement. Par ailleurs, si le programme Wezu initié en 2021 représente une importante avancée, des améliorations sont encore nécessaires. Les autorités togolaises doivent veiller à ce que les programmes visant à rendre les soins de santé abordables soient accessibles à tout le monde et sans discrimination. De la santé, nous en venons à l'éducation. L'année scolaire 2022-2023 s'est soldée par des pourcentages de réussite en hausse par rapport aux années antérieures. Face donc aux chiffres appréciables, l'on ne peut s'empêcher de questionner le niveau des apprenants qui ne concorde pas nécessairement avec ces derniers. Promise Pomebe revient sur le sujet au travers de ce reportage commenté par Kofi Kligé. Les résultats enregistrés aux différents examens en cette fin d'année révèlent une nette progression par rapport aux années précédentes. À croire que les réformes en cours, depuis un moment déjà, sont plutôt salutaires pour l'école togolaise. 79,43% au bac 2, soit une progression de 4,36% par rapport aux 75,07% de l'année dernière, 78,51% pour le baccalauréat première partie, 81,77% au BEPC et pour finir 97,98% au CPD, ce qui serait un reflet de la promotion de la qualité et la culture de l'excellence. Fruit, selon le ministère chargé de l'éducation, des sacrifices de l'ensemble du personnel de l'enseignement, mais également de l'engagement de l'exécutif togolais par différentes approches et initiatives pour donner une renommée internationale à l'école togolaise. Par ailleurs, un réel déphasage existe pour plus d'un entre les compétences et les aptitudes intellectuelles des élèves et les chiffres que l'on affiche. Des acteurs et les observateurs du système éducatif s'accordent à dire que le niveau baisse. Un constat remarquable dans la capacité d'expression et de réflexion des apprenants. Un fait qui interpelle et amène à se questionner sur les taux de réussite de plus en plus appréciables. Les élèves en sortent relativement bien aux différents examens sans pour autant avoir un niveau appréciable, où le problème serait relatif au programme d'enseignement ou encore au système en lui-même. La question reste posée. Toujours dans le même registre, nombreux sont les pays qui admettent aujourd'hui le rôle important de la langue maternelle dans l'éducation. Une expérience dans les régions de la Kara et celle maritime a révélé l'efficacité d'un enseignement transmis par la langue maternelle. De ce fait, le Togo compte dans les prochaines années introduire les langues maternelles dans la transmission du savoir dans les écoles ainsi que dans les lieux de formation. Les précisions de Kofi Kligé. Autrefois méprisée, la langue maternelle prend de nos jours une place importante sur la liste des sujets qui sont ardemment défendus dans nos sociétés. Hier, parler sa langue maternelle à l'école est une infraction. Et une punition s'ensuit. La moindre, c'est de porter jusqu'au prochain fautif un signal fait d'os d'animaux ou de coquilles d'escargots. Mais depuis 1999, l'appréhension de la langue maternelle a évolué. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture UNESCO, une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde
a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les circonstances de la vie. Ainsi, la journée du 21 février a été dédiée à la langue maternelle. Elle est une opportunité pour les gens du monde entier de faire partager le caractère unique de chaque culture dont la langue est le vecteur. Grâce à cette opportunité, beaucoup de pays optent désormais pour une éducation par la langue maternelle dans les écoles et centres de formation. Au Togo, l'idée d'introduire la langue maternelle dans l'éducation est née en 2016. En juillet 2022, un symposium a réuni le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire pour étudier les réformes à faire pour introduire la langue maternelle dans l'éducation. Une expérience menée dans la région de la Kara et maritime ont donné des résultats encourageants. Les élèves maîtrisent mieux les disciplines enseignées dans leur langue maternelle. Selon Nelson Mandela, je cite, « Si vous parlez à quelqu'un dans la langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Mais si vous lui parlez dans sa propre langue, vous parlez à son cœur. » Sur les 54 États africains, 45 au moins ont subi une tentative de coup d'État depuis les années 1950. Du Togolais Sylvanus Olympio en 1963 au Nigérien Mohamed Bazoum en 2023, passant par le Centrafricain Ange Félix Patassé en 2003, le continent a connu une augmentation de coups d'État qui suscite beaucoup de questionnements. Bernard Quinvy. L'Afrique est-elle constitutionnellement maudite? N'est-elle pas finalement le continent des incertitudes et des espoirs perpétuellement déçus? Ces questions méritent bien d'être posées suite aux récents coups d'État perpétrés au Niger. En effet, sur les près de 500 coups d'État réussis ou ratés depuis 1950 à travers le monde, le continent africain a enregistré seul plus de 200 tentatives et plus de 100 réussies. Le Soudan est le pays africain ayant connu le plus de coups d'État, 6 coups réussis sur 17 tentatives depuis 1950. Le Burkina Faso a connu moins de tentatives sur la même période, mais 8 d'entre elles ont réussi, un record en Afrique selon les données de l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé, n'est pas épargné. Cette nation a une longue histoire de coups d'État depuis son indépendance en 1960. 8 tentatives, dont 6 couronnées de succès. Plusieurs raisons expliquent ces renversements de pouvoir. L'on peut indexer les insuffisances en termes de gouvernance, mais aussi la cupidité, l'égoïsme, la mauvaise gestion de la diversité des opportunités, la marginalisation, les abus des droits humains et surtout la manipulation des constitutions, sans oublier le refus d'accepter la défaite électorale. Malheureusement, ces coups de force signalent généralement une rupture dans la continuité politique, un changement dans la dynamique du pouvoir qui peut susciter de futurs contre-coups. Actualité au-delà de nos frontières à présent, plus précisément au Niger, la situation reste particulièrement tendue avec de fortes pressions diplomatiques après l'éviction de Mohamed Bazoum. La CEDEAO, en plus des sanctions prises à l'encontre des putschistes, réclame la restitution de Mohamed Bazoum dans un délai de 7 jours. La junte au pouvoir, quant à elle, accuse les Français de vouloir intervenir militairement et a entamé l'arrestation de certains ministres membres de l'ex-gouvernement. Le point sur la situation dans ce reportage. L'aide de pierre et de mobilier urbain, des dizaines de manifestants pro-putschistes s'en prennent à l'ambassade française au Niger. Des manifestants dispersés quelques minutes plus tard par des grenades lacrymogènes. Partout dans le centre de Niamey, ce sont les Français qui sont pris pour cible. Des drapeaux sont brûlés. Nous demandons le départ immédiat et sans condition de toutes les forces d'occupation. Le Niger vacille depuis le coup d'état militaire de mercredi dernier mené par la junte militaire du général Tiani contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, séquestré maintenant depuis 6 jours au palais présidentiel. Les manifestants soutiennent ce coup d'état. Des drapeaux russes et des slogans pro-Poutine sont scandés. L'Élysée met très sérieusement en garde les manifestants qui s'en prendraient aux Français sur place. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Pour l'instant, aucune décision d'évacuation n'a été décidée par Paris. Dimanche soir, les pays d'Afrique de l'Ouest réunis ont décidé de sanctions financières et n'excluent pas un recours à la force si les putschistes ne quittent pas le pouvoir.
Du Niger, venons en Sénégal, on en parlait dans les titres. Interpellé vendredi dernier pour vol violent de téléphone mobile et appel à l'insurrection, l'opposant politique Ousmane Sonko était à nouveau devant le tribunal aujourd'hui pour répondre de ses actes. À l'arrivée, Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt. Retour sur les événements. Devant le palais de justice de Dakar, la capitale sénégalaise, des équipes de télévision ont pris leur quartier alors qu'Ousmane Sonko est attendu devant le doyen des juges derrière ces murs. Le leader de l'opposition sénégalaise doit répondre des accusations de vol et appel à l'insurrection. Le candidat déclaré à la présidentielle a été interpellé vendredi pour avoir violemment volé le téléphone portable d'une femme gendarme et pour avoir immédiatement appelé la population par un message subversif sur les réseaux sociaux à se tenir prêt selon la justice sénégalaise. Le palais de justice est barricadé. Il faut montrer patte blanche pour y accéder. Internet de données mobiles est momentanément suspendu. Bis repetita de la mesure prise en juin après la condamnation de l'opposant à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Ousmane Sonko a annoncé sur les réseaux sociaux avoir entamé une grève de la fin dimanche. Information urgente et de dernière minute, dans la foulée, le gouvernement sénégalais annonce la dissolution du parti de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Intéressons-nous à présent au conflit russo-ukrainien. La Russie élargit son arsenal pour faire face à l'Ukraine. Presque tous les jours, des centaines de drones sont détruits entre les deux pays. En moins de 72 heures, Moscou a déjà déjoué 2 attaques ukrainiennes. Un point sur la situation dans le reportage qui suit. Dans le sud de l'Ukraine occupée par l'armée russe, nous croisons ce va-et-vient des hélicoptères et des blindés portés sur les plateaux. Certains reviennent du front, d'autres y sont envoyés en renfort. Mais à côté de ce matériel lourd, ce sont de petits drones qui saturent le champ de bataille. Les voici en action, côté ukrainien comme russe. Plusieurs centaines de ces appareils kamikazes sont détruits chaque jour. Moscou diffuse abondamment ces vidéos pour montrer que la Russie rattrape son retard dans la guerre des drones longtemps dominée par l'Ukraine. Retranchés derrière ces fortifications, les Russes comptent sur ces appareils sans pilote pour freiner la contre-offensive ukrainienne. Si nous sommes autorisés à filmer, c'est parce que ces militaires ont du matériel nouveau à exhiber. Ce fusil électromagnétique, par exemple, capable de neutraliser un drone à distance. Une arme achetée via un pays étranger en dépit de l'embargo sur la Russie. Celui-là, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. On s'entraîne avec depuis un mois. Portée limitée à 1 km pour brouiller les systèmes de navigation et de communication. Encore rares dans l'armée russe au début de l'invasion de l'Ukraine, ces drones bon marché, parfois bricolés, sont aujourd'hui pilotés sur tout le front. Mais devant notre caméra, ces hommes concèdent rencontrer certaines difficultés. Nos adversaires ont des antennes satellites assez performantes et grâce à ça, leur réseau est de meilleure qualité. Tout ce qui est enseigné aujourd'hui sur les drones dans nos écoles militaires, c'est trop vite dépassé. Nous, on apprend sur le terrain, en conditions réelles. Moscou investit massivement dans ces appareils, mais importer les composants électroniques reste difficile, du fait des sanctions occidentales. De son côté, l'Ukraine s'est vue promettre des centaines de drones d'attaque livrés par le Royaume-Uni. Autre actualité dans cette édition, tandis qu'une partie de l'Europe est en proie aux flammes, la Chine, quant à elle, se retrouve sous l'eau. Depuis vendredi dernier, des pluies torrentielles s'abattent sur une partie nord du pays. Ce lundi, 2 personnes ont été retrouvées mortes à Pékin. Les précisions. Dans une rivière déchaînée à 500 km au sud de Pékin, une voiture en partie broyée. Inoccupée a priori. Mais soudain, un homme apparaît. Il semble condamné. Heureusement, un sauveteur arrive depuis un hélicoptère. Manœuvre périlleuse, mais réussie. Un miraculé. Plusieurs millions de personnes sont invitées à rester chez elles aujourd'hui, car une grande partie de la banlieue de Pékin est envahie d'une eau boueuse et parfois de torrents. Ici dans le quartier de Fengtai, le sud de la capitale. En temps normal, c'est une route. Mais le cyclone Doksuri, après avoir balayé les Philippines, frappe la Chine depuis vendredi. 170 mm dans la capitale en 40 heures.
Les précipitations moyennes de tout un mois de juillet habituellement. 2 personnes ont été tuées et les infrastructures de la région lourdement endommagées, comme ce pont de chemin de fer brisé par les flots. D'autres provinces ont été touchées ces derniers jours, comme celle de Fujian au sud-est. Des routes dévastées par des glissements de terrain. La Chine fait face à des épisodes climatiques extrêmes depuis plusieurs mois. Et situation sécuritaire détériorante au Pakistan. Ce dimanche, une explosion a visé le meeting du parti conservateur islamique Jamiat Ulema Islami Fazal dans le nord-ouest du pays. Le bilan fait état d'au moins 44 personnes mortes avec une centaine de blessés. Un drame survenu alors que les partis politiques se préparent pour les prochaines élections générales. Le point. Dans cet hôpital du district de Bajour au Pakistan, les blessés arrivent par dizaines, certains dans un état critique. Rassemblés pour un meeting du parti islamiste Jamiat Ulema Islam, plus de 400 sympathisants ont été ciblés par un attentat suicide dans la ville de Kar, près de la frontière afghane. La réunion avait lieu à proximité d'un marché bondé quand l'assistance a été soufflée par l'explosion. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, j'ai juste vu une étincelle et entendu une grosse détonation. J'étais assis près de la scène et nos dirigeants étaient près de la scène. Après l'explosion, j'ai vu des centaines de personnes allongées sur le sol et des gens qui ont commencé à tirer en l'air, beaucoup de tirs. Nous avons d'abord éloigné nos dirigeants de la scène. Voilà ce qui s'est passé. Le parti visé a demandé une enquête approfondie sur l'attaque à la bombe. Nous condamnons l'attentat d'aujourd'hui et si à l'avenir les militants du Jamia sont à nouveau pris pour cible, nous veillerons à mettre en place nos propres mesures de sécurité pour nous protéger. Plusieurs attentats meurtriers ont été perpétrés récemment au Pakistan, revendiqués notamment par le groupe État islamique. En janvier, des dizaines de personnes ont été tuées dans une mosquée de Peshawar, ainsi qu'au siège local de la police. Pour le parti islamiste endeuillé, la dernière attaque en date serait liée aux élections prévues en novembre. Ainsi va le Togo, ainsi va le monde, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, 22h30, la rediffusion de votre programme de divertissement favorite, Café Soleil, s'invite chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de soirée chez vous.